Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau coup d'œil, le coup d'œil du 8 février, qui va reprendre le fil que j'ai commencé à tisser il y a quelques jours entre les deux premières journées d'action et de mobilisation contre la réforme des retraites. Un fil que j'ai commencé à tisser ou à détricoter. C'est selon, puisque l'objectif est ici d'analyser la manière dont est conduit le mouvement social et en quoi il peut donc être victorieux ou il sera défait par le gouvernement à l'arrivée. Alors, cette vidéo aujourd'hui fait suite à la troisième journée de mobilisation qui a eu lieu hier, 7 février. Et cette troisième journée apporte un élément nouveau. Tout le monde a en tête que la première journée, celle du 19 janvier, était la journée du débordement populaire, avec des mobilisations à la fois en termes de grévistes, mais aussi de participation aux manifestations qui avaient été au-delà des attentes du gouvernement et même au-delà des attentes des syndicats. Un véritable débordement populaire donc pour la première journée du 19 janvier. La deuxième journée, 12 jours après, du 31 janvier, elle avait vu à la fois une baisse significative des taux de grévistes, mais une participation plus importante aux mobilisations et aux manifestations. D'une certaine manière, il y avait eu à ce moment-là une dynamique qui se donnait à voir sans pour autant donner à voir et montrer un franchissement de seuil. Donc une dynamique sans franchissement de seuil lors de la deuxième journée d'action, qui a porté par contre le mouvement à un niveau extrêmement élevé, dont on nous dit qu'il était historique, qui restait, il faut le dire quand même, dans les étiages de ce que nous avions connu en 2010, au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites portée par M. Berg, M. Fillon et M. Sarkozy à l'époque. On était même un peu en deçà en réalité de ce qu'on avait connu en 2010. Mais pour autant, une mobilisation très importante. La troisième journée d'action était donc très attendue, celle d'hier, 7 février. Que constate-t-on? La poursuite de la diminution des taux de grévistes, indéniable. J'ai pris trois exemples. À la SNCF, il y avait 46% de grévistes le 19 janvier, il n'y en avait plus que 36% le 31 janvier, il n'y en avait plus que 25% hier. Chez Engie, 40% le 19 janvier, 34% le 31 janvier, 24% hier. Dans l'éducation nationale, on est passé à 38% 19 janvier, à 26% fin janvier, à 14% hier. Donc, globalement, et un petit peu partout, une diminution significative, il faut bien le reconnaître, du taux de grévistes. De la même manière, un reflux, cette fois, de la capacité de mobilisation dans la rue. Là où les organisations syndicales avaient annoncé 2 millions de manifestants le 19 janvier, pendant que le gouvernement en annonçait 1,1 million, là où les syndicats avaient annoncé 2,8 millions de manifestants le 31 janvier, quand le gouvernement disait un peu plus de 1,2, eh bien, cette fois, les syndicats sont redescendus en disant autour de 2 millions, un petit peu en dessous de 2 millions, et le gouvernement a carrément fait refluer le chiffre à 750 000 manifestants sur toute la France. Donc, reflux en termes de grévistes et reflux en termes de mobilisation pour cette troisième journée d'action nationale. Tout ça est significatif d'un moment et d'un moment de temporisation, peut-être. Nous verrons si les choses peuvent reprendre derrière. Mais ça nous en dit beaucoup déjà sur la stratégie de la lutte, sur la manière dont la lutte a été menée depuis que ce mouvement a commencé. Si je me permets d'en parler, c'est que il y a quelques mois, nous avions sorti, juste au sortir du mouvement de 2009 et de 2019 et de 2020, avec mon ami Sacha Mokretsky, une analyse critique de la manière dont le mouvement de 2019-2020, déjà contre la réforme des retraites, avait été mené. Parce que contrairement au mythe qui s'est aujourd'hui répandu, qui voudrait que le mouvement social avait emporté une victoire à cette époque-là, ce n'est pas vrai. Le mouvement social avait été défait, et quand bien même c'est un nouveau passage en force qui avait eu lieu, le gouvernement de M. Macron avait fait adopter à l'époque, par l'Assemblée nationale, la réforme des retraites par 49.3. C'est simplement l'arrivée du Covid qui lui avait fait remiser son projet et qui lui avait fait abandonner la suite du parcours parlementaire. Donc il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Et le mouvement de 2019-2020 s'était avéré être un échec. Nous en avions tiré un certain nombre d'enseignements. Et c'est cela que je vais essayer de regarder avec un regard critique aujourd'hui. Tout d'abord, la nature de la mobilisation. On voit bien, avec les chiffres que j'ai donnés il y a un instant, que la mobilisation saute-mouton continue à ne pas fonctionner. Je dis continue à ne pas fonctionner parce qu'elle ne fonctionnait déjà pas en 2010. Je vous ai dit tout à l'heure à quel point la mobilisation de 2010 était puissante. Dans les mois de septembre et d'octobre 2010, il y avait eu 5 journées à plus de 3 millions de manifestants annoncés par les syndicats. Nous étions donc au-dessus de ce que nous avons connu aujourd'hui, et pour autant, le gouvernement
qui était à l'époque appuyé sur la monarchie présidentielle, n'avait pas cédé et était passé en force. Et là, on le voit, la vague a été puissante le 19 janvier, elle a été puissante le 31 janvier. Et pour autant, le gouvernement n'est pas en difficulté de fait de la puissance de ces vagues, qui sont des vagues discontinues. Celles et ceux qui aiment à se baigner dans l'océan le savent. Ce n'est pas la hauteur de la vague qui pose un problème. C'est quand les vagues se répètent et quand il y a des déferlantes. Donc la déferlante, ça serait le fait que le mouvement s'inscrive et prenne une nature différente de ces journées saute-mouton. Et pour l'instant, les organisations syndicales ne semblent pas l'avoir compris. Le deuxième aspect, c'est que la grève en elle-même ne règle pas les choses. Ce que je veux dire, c'est qu'en 1968, il y a eu 7 millions de journées de grève. En 1995, il y en a eu environ 5 millions. En 2019-2020, il y en a eu environ 1 million. Là, on voit bien que les journées de grève, ça s'essouffle. Dès la troisième journée de grève, on voit bien que les taux de grévistes sont en train de s'effondrer. Autrement dit, les grèves à répétition et saute-mouton, en demandant aux gens de s'arrêter de travailler de cette manière-là, ne sont pas la solution parce qu'ils ne créent pas une dynamique qui pousse les gens à cesser le travail. Le troisième aspect, c'est le temps de l'action. Il y avait eu en 2019-2020 8 semaines, 2 mois de mobilisation. Il y avait eu, pour terminer sur un échec, il y avait eu en 1968 1 mois de mobilisation. Il y avait eu en 1995 3 semaines de mobilisation. Donc on voit bien que ce n'est pas en allongeant la durée du combat que l'on gagne. C'est au contraire en mettant la pression dès le début de la mobilisation que l'on gagne. La preuve, les Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes ont-ils réussi à faire céder le gouvernement, à obtenir 15 milliards d'euros, à obtenir le retrait de la taxe carbone et le gel des activités politiques par M. Macron dans le pays, après les actes 2 et 3, et non pas au bout du 25e acte. Autrement dit, c'est en mettant une pression, en exerçant une pression forte, loin de ce qui peut apparaître comme la butée. Ici, quelle est la butée? C'est la fin du débat parlementaire. Sur qui faut-il exercer une pression populaire? Sur les parlementaires, pas tant ceux de gauche, qui pour le coup ne peuvent rien changer par eux-mêmes, mais par ceux qui peuvent faire la bascule ou pas, c'est-à-dire ceux de la droite, du camp LR, et ceux de monsieur Macron. Mais la pression s'exercera sur eux, d'autant plus forte qu'on sera loin de l'échéance, qu'au dernier moment où ils se disent il n'y a plus que quelques jours à tenir, et ce sera jamais qu'un mauvais moment à passer. Autrement dit, le différé dans l'action. Quand M. Martinez vient nous dire aujourd'hui il faut réfléchir à de nouvelles formes d'action et peut-être même aux grèves reconductibles, il y en a un retard au démarrage, un retard de plus de 3 semaines qui va s'avérer difficile de rattraper. Le choix qui a été fait de privilégier l'unité syndicale à tout prix, avec celles et ceux qui ont défendu et qui ont porté la réforme Touraine il y a quelques années, finalement, dont la réforme d'aujourd'hui n'est jamais que le prolongement, eh bien, le choix de privilégier d'abord l'unité syndicale au fait d'assumer une dimension plus insurrectionnelle de blocage du pays, de blocage de l'appareil productif du pays, eh bien, ce choix-là pourrait au final s'avérer néfaste. Accepter que les grèves soient soit invisibles, soit indolores, on le voit aujourd'hui, c'est accepter déjà, en grande partie, la défaite. C'est d'autant plus vrai que, je vous ai évoqué tout à l'heure, les passages en force de 2010 et puis ensuite de 2014, 2016, ou même que nous avions déjà connus en 2003. Ces passages en force avaient lieu, pourquoi? Parce que la monarchie présidentielle, qui est le fait et la résultante de l'inversion du calendrier électoral notamment, et des institutions de la Ve République, bien évidemment, eh bien, cette monarchie présidentielle permettait le passage en force. Sauf qu'aujourd'hui, la monarchie présidentielle doit composer avec la démocratie minoritaire. Le fait que le monarque présidentiel est minoritaire au sein de son propre Parlement. Il y avait donc là le moyen de créer un rapport de force avec la représentation nationale, que la souveraineté populaire se redonne à voir par rapport à la représentation nationale et d'une certaine manière qu'elle puisse la contraindre, légitimement. C'était ça tout l'enjeu. Et ça aurait dû se passer dès le début du mouvement. Alors bien sûr, rien n'est perdu et le mouvement n'est pas terminé. Nous verrons ce qu'il en est samedi, puisque nous aurons enfin une journée de mobilisation qui sera en dehors de la semaine et qui permettra peut-être l'agrégation beaucoup plus large. Il est dommage que cette journée n'arrive que tard, mais enfin, il faut espérer qu'elle sera en capacité de relancer la lutte et de permettre un effet rebond.
Si tel n'était pas le cas, il faut bien se dire que le triste spectacle qui a été celui dont la lutte a été menée, à la fois par les corps intermédiaires, qu'ils soient syndicats ou partis politiques, le triste spectacle qui est donné aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui montre que ce ne sont pas les oppositions en tant que telles qui peuvent faire tomber ce texte et qui ne font que s'agiter et faire du bruit, mais bien finalement le pouvoir, ses affidés et tous ceux qui naviguent à ces franges, qui peuvent à un moment donné gripper la machine. Tout cela ne peut que créer du dégoût encore plus dans ce pays et créer un enfoncement plus fort encore dans le rapport aux faits démocratiques en France. Voilà où nous en sommes maintenant après 3 semaines de mobilisation. Nous verrons où peut aller le mouvement. Les derniers signaux ne sont sans doute pas encourageants. Ce n'est pas pour ça que la lutte est déjà perdue. Seul celui qui ne lutte pas acte déjà la défaite. Il faudra voir où nous allons, mais il faut aussi, dès à présent, commencer à tirer en temps réel les leçons de la manière dont la lutte est conduite pour peut-être enfin un jour pouvoir changer des stratégies de lutte et de combat et ne pas aligner les échecs successifs les uns après les autres. C'était l'objet de ce petit livre-là qui est disponible aux éditions du Borrego. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à mener vous-même votre propre réflexion en regardant ce qui se passe autour de vous et comment est mené le combat. On en reparlera bien sûr à l'issue de celui-ci. On tirera tous les enseignements et j'espère que nous saurons faire mieux, soit ce coup-ci, soit le coup d'après. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour continuer à suivre ces petites analyses ou à les retrouver sur mon blog www.cocq.wordpress.com. Allez, à très bientôt les amis.